Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Merci de cet accueil, je ne mérite probablement pas. Hein, et c'est à la fin que je saurai si nous méritons tous vos applaudissements. En tout cas, je suis impressionné de vous voir aussi nombreux. Et je suis en même temps heureux de cette rencontre qui va avoir lieu devant vous. Soyez propriétaires de toutes vos heures. Vous serez moins esclaves du lendemain si vous vous rendez maître du présent. C'est le conseil que donnait Sénèque à son correspondant, le gouverneur Lucilius. Et il ajoutait « Rien décidément ne nous appartient, seul le temps est à nous ». Comment l'utilisons-nous, c'est autre chose. Le temps est au centre de notre existence et de nos interrogations. Il est à la fois l'origine de notre vie et la preuve de notre finitude. L'espace, quant à lui, est l'environnement, le nôtre, et notre survie aussi. Et l'homme a toujours eu ce rêve fou et illusoire de maîtriser son environnement et l'espace infini dont il veut évidemment connaître les mystères. L'exploration spatiale, par exemple,
lui fait croire que la conquête de l'espace céleste et sous-marin peut lui donner l'éternité et ici-bas un sentiment de toute puissance qu'il a tort d'avoir. Quelquefois, il faut le dire, des événements soudains et inattendus viennent perturber les certitudes. Ah ben, les certitudes vivent les incertitudes, comme disait tout à l'heure Edgar Morin. Exemple, la pandémie, la transition écologique et en même temps les découvertes des astrophysiciens. J'ajoute, et ensuite je vous présenterai les invités, que les algorithmes inventés par le mathématicien persan du IXe siècle, algorithmes, nous fascinent et en même temps nous inquiètent. La machine concurrence de plus en plus le cerveau qu'il a inventé. Certes, elle l'aidera à ouvrir des territoires jusqu'ici inaccessibles. Le robot imitera le cerveau, disent les spécialistes, mais jamais il ne pourra autant créer, se reproduire, rêver et changer le monde. Donc l'homme, l'espace et le temps. Pour en débattre, nous allons accueillir 4 personnalités éminentes dans des domaines différents. Nous verrons s'ils sont complémentaires ou s'ils s'agressent. Chacun a atteint la renommée dans son domaine. Et j'appelle tout de suite, pour qu'il nous rejoigne, le général Michel Friedling. Le général Michel Friedling, vous êtes à la tête du commandement de l'espace. À vous les stratégies de défense, de cybersécurité, la place des satellites militaires dans les différents espaces, parce qu'il y a différents espaces, et on voit le rôle justement des satellites de l'espace dans la guerre qui est en train de se dérouler, la guerre d'Ukraine et de Russie. Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Vous venez, monsieur le grand rabbin, d'être réélu. Félicitations. Et au passage, vous avez été aumônier général de l'armée de l'air. Vous êtes en bonne compagnie. Et vous avez récemment publié « Réinventer les aurores », alors que nous vivons dans une société ou des sociétés qui pensent plutôt au crépuscule. En tout cas, vous avez lancé un grand défi. Professeur Sadek Beloussif. Sadek Beloussif, cher ami, je rappelle que vous êtes chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Je ne vous poserai pas des questions sur le Covid, les malades, l'état de l'hôpital. On en entend trop parler. Mais vous êtes anesthésiste. Vous savez donc ce qu'est le temps du chirurgien et en même temps le temps du patient. On le verra tout à l'heure. André Comte-Sponville, bonjour. Vous connaissez tous André Comte-Sponville. Vous êtes philosophe, cher ami, nous le connaissons depuis quelques années. Vous nous aidez à penser mieux pour vivre mieux. C'est un encouragement dont nous avons besoin. Vous venez de publier le dictionnaire philosophique, qui est un clin d'œil, je pense, à votre ami Voltaire. Dans le dictionnaire, vous dites « j'aime les définitions ». J'y vois davantage qu'un jeu ou un exercice intellectuel. C'est une exigence de la pensée. Qu'est-ce que le temps? Bien, bonjour à tous. Qu'est-ce que le temps? C'est une question étonnamment difficile. Sinon, je ne la poserai pas. Saint Augustin, dans le livre 11 des Confessions, dont je signale que c'est le plus beau texte jamais écrit sur le temps. Saint Augustin, Confession, livre 11. Saint Augustin écrit « Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Autrement dit, le temps est à la fois une évidence, tout le monde sait de quoi on parle du temps, et un mystère, puisque personne ne peut répondre à la question, en tout cas répondre de façon simple à la question « Qu'est-ce que le temps ?» Alors Saint Augustin continue à réfléchir avec le mélange de courage et de génie qu'il caractérise et dit « Ben voilà, le temps c'est quoi? C'est le passé, le présent et l'avenir. » Oui, mais, continue-t-il, le passé n'est pas, puisqu'il n'est plus. L'avenir n'est pas, puisqu'il n'est pas encore. Et donc, il ne reste que le présent. Sauf, ajoute Saint Augustin, que si le présent restait présent,
ça ne serait pas du temps, ça serait l'éternité. Et ce qui fait que c'est du temps et pas de l'éternité, c'est que le présent ne cesse d'instant en instant de s'abolir. Qu'est-ce donc que le temps? Le temps, c'est la somme du présent, du passé et de l'avenir. Mais le passé n'est pas puisqu'il n'est plus, l'avenir n'est pas puisqu'il n'est pas encore. Quant au présent, il ne cesse d'instant en instant de s'abolir. Et saint Augustin conclut génialement, si bien que la seule chose qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. On vient d'entendre le porte-parole de saint Augustin. C'est ce qu'on appelle la fuite du temps. Mais comme je ne suis pas le porte-parole de saint Augustin, je vais le réfuter rapidement en lui donnant raison, bien sûr, sur le fait que le passé n'est pas puisqu'il n'est plus, que l'avenir n'est pas puisqu'il n'est pas encore. En revanche, quand il dit que si le présent restait présent, ça ne serait plus du temps, ça serait l'éternité, d'abord il suppose que le temps et l'éternité sont deux choses différentes, ce qu'il n'a pas démontré et que je crois faux. Ma thèse, c'est que le temps et l'éternité sont une seule et même chose. Alors il me dit, oui, mais le présent ne cesse d'instant en instant de disparaître. Mais je lui dis non, toute mon expérience s'inscrit en faux contre ça. Moi, j'ai 70 ans, je vous jure bien qu'en 70 ans, le présent n'a pas disparu une seule seconde. Je parle depuis 1 minute et demie, le début de l'intervention, c'est du passé, mais je l'ai fait au présent. Je continue à parler, c'est toujours du présent. Qui a jamais vu le présent disparaître? Tiens, où est le présent? Ah non, il n'est pas sous la table, non, il n'est pas derrière Chaim. Le présent ne cesse de continuer. Et donc ma réponse à moi, qui ne suis pas augustinien, c'est qu'est-ce donc que le temps? C'est la somme du passé, du présent et de l'avenir. Mais oui, le passé n'est pas puisqu'il n'est plus, l'avenir n'est pas puisqu'il n'est pas encore, il ne reste donc que le présent. Mais le présent, bien loin de s'abolir d'instant en instant, ne cesse d'instant en instant de continuer. C'est ce qu'on appelle la durée. Dès lors, le temps et l'éternité sont une seule et même chose. C'est pourquoi j'ai coutume de dire, nous sommes déjà dans le royaume, l'éternité, c'est maintenant. Mais à l'instant où vous parlez, il est déjà le passé. Il n'est plus rien. D'ailleurs, vous dites, le temps est tout et il n'est rien. C'est aussi l'anticipation du futur qui n'est pas encore, comme vous l'avez dit. Haïm Corsia et Sadek Bolusif, comment l'homme, qui est cet être fini, peut penser l'infini? Monsieur le Grand Rabbin. C'est le métier du judaïsme. Vraiment, c'est le Chacun va tirer la couverture à lui. Non, pas du tout, parce que je pourrais répondre à mon ami André Comte-Sponville que le plus grand rabbin de tous les temps, Woody Allen, a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Donc en fait, le temps, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que, en gros, on ne sait pas ce que c'est, mais on doit le construire. Voilà pourquoi je ne suis pas tellement d'accord avec cette version sur le futur n'est pas encore. Il n'est pas encore, mais je dois le préparer. C'est ce qu'on appelle dans l'armée de l'air, mon général, l'entraînement. L'entraînement, c'est déjà être en train de se préparer au futur. Si on ne met pas en place un entraînement, une préparation, les études qu'on peut faire dans cette salle d'habitude, comment on peut arriver à gérer notre futur? On ne peut pas considérer qu'il n'est pas, je n'ai pas à m'en préoccuper. Voilà pourquoi j'ai dit que le temps, c'est la spécialité du judaïsme, parce que chaque fois qu'il y a une fête ou le temps du Shabbat, c'est-à-dire un temps particulier, on récite une bénédiction qui dit, en hébreu c'est magnifique, mais Kadesh Azmanim. On sanctifie le temps, c'est-à-dire qu'on donne du sens au temps. On ne se laisse pas dévorer par le temps, on construit le temps. Et il y a un bouquin que je vous conseille si vous voulez savoir un tout petit peu de ce qu'est la force et la grandeur du judaïsme, et je ne fais pas une défense pro-domo, mais si on veut connaître le judaïsme, il faut lire un seul livre, qui est un livre d'un rabbin américain qui s'appelle Avraham Eshel, qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Et vous avez toute la réponse à votre question. Nous essayons, dans notre vision, de bâtir le temps, c'est-à-dire de lui donner une structure entre le passé, le futur et le présent. Peu importe où on se trouve, on est dans un mouvement. Et donc c'est ce mouvement-là qu'on va sanctifier, à savoir lui donner un sens. Voilà pourquoi même les mots sont importants. Sur le document préparatoire de ces 2 journées, on parle de prendre le temps, prendre son temps. Mais prendre son temps, ça veut dire aller doucement, dans la conception de tous. Mais si on fait les choses vite, alors quoi? On prend le temps à bras-le-corps. Et voilà les mêmes mots qui disent 2 choses opposées. En fait, quel sens on donne au temps? Voilà. Mais quelle est la valeur du temps dans la religion juive? Essentielle, puisqu'on la sanctifie. On a le sentiment que on a 6 jours, dans les 10 commandements, il est dit 6 jours tu travailles, le 7e tu arrêtes, parce que l'Éternel, moi, j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e j'ai arrêté.
Et donc on va faire ce que le christianisme a appelé l'imitation, enfin, c'était l'un des best-sellers, l'imitation de Jésus-Christ. Donc on va imiter disons, Dieu. Dieu a créé en 6 jours, il a arrêté, c'est-à-dire qu'il a donné une structure à son temps, on va structurer le temps. On ne va pas être exclusivement dans l'écrasement de la personne par le temps. Il y a un moment où on va s'extraire du temps et ne plus être prisonnier. Et je vais vous dire comment ça fonctionne aujourd'hui, le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, je n'ai pas le droit de faire plein de choses. Mais c'est formidable. Est-ce qu'il y en a ici qui n'utilisent pas leur téléphone une journée par semaine? Fayot, t'es un grand menteur, ou t'es un juif pratiquant, c'est ou l'un ou l'autre. Regarde, par exemple, non mais sérieusement, les écolos se bagarrent comme des malades pour avoir une journée sans voiture par an. Mais moi, avec le samedi, je n'ai pas le droit de prendre ma voiture. J'ai donc 52 jours sans voiture par an. Et vous en souffrez? Non, pas du tout. Ah. Je marche. Je ne parle pas avec les téléphones. Je n'ai pas les sollicitations permanentes des iPhones, iPad, iCloud, tout ce que vous voulez, iMac, tout ce que vous voulez. Et je parle avec ceux à qui je parlais. Je vais là où mes pieds peuvent me mener. Et je retrouve la distance et le rapport au temps que nous avons dans notre humanité. En fait, je retrouve une humanité ramenée à ce que je peux faire et non pas une humanité démultipliée qui me donne l'illusion que j'ai effacé les barrières de l'espace et du temps. Mais vous ne pouvez pas vous passer du téléphone 300 jours. Non, les 52 jours. Sadek Beloussif, la valeur du temps dans la religion. D'abord, il y a 2 questions. La première question était comment est-ce que je comprends l'infini, et ensuite le temps. Et le temps. Comment je comprends l'infini? Je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre l'infini, parce que justement, il y a des éléments tels que le temps, Dieu, la vérité, sont des concepts qui me dépassent absolument. Donc je ne peux pas comprendre cet infini-là. Peut-être les scientifiques ou le général peuvent nous donner une perspective. Et puisque Chaim a cité le philosophe Woody Allen, moi je veux citer le comique Jung, parce que Jung disait, en définitive, la seule question qui vaille est sommes-nous reliés à l'infini? À partir du moment où je comprends qu'il y a des concepts qui me dépassent absolument, que je ne peux pas les comprendre, ça me fait revenir à la fois à ma petitesse et puis ma grandeur en même temps. Comment est-ce que j'insère le temps? Quand on dit, excusez-moi, quand on dit memento mori, rappelle-toi que tu es mortel, en fait, on a envie de retourner la phrase. Ça veut dire, rappelle-toi de vivre, n'oublie pas de vivre, justement. Pour un musulman, qu'est-ce que c'est que le temps? Il y a quelque chose qui, dans le judaïsme, qui est magnifique et qu'on retrouve exactement dans l'islam. C'est à partir du moment où le gamin a 13 ans, il fait sa bar mitzvah. Chaque jour qui n'est pas travaillé, chaque jour qui n'est pas éduqué ou enseigné est un jour péché. Ça veut dire que le temps est important. Et que Dieu nous a fait ce cadeau magnifique, 2 cadeaux fantastiques, la liberté et la prière, de pouvoir gérer et d'être le continuateur de ce message divin. Et s'il y a une distinction par rapport à la partie orientale, c'est que dans la dimension judéo-chrétienne, on est dans un temps fléché. On est dans un temps fléché avec un progrès et puis ensuite, parce qu'on a au départ un péché originel et puis c'est une civilisation judéo-chrétienne qui peut être marquée par une notion de culpabilité. En Orient, on a un temps circulaire. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. On a un temps circulaire avec un fantasme de retourner au vert paradis des amours enfantines. Peut-être aussi en une forme de régression. Et les intégristes utilisent ça à mauvais escient pour revenir comme si c'était au début que tout était bien. Et donc, avec ce retour, on n'est pas dans une civilisation de la culpabilité, mais de la honte. Parce que ce qui compte, c'est l'honneur. Et ce que je trouve fascinant avec notre 21e siècle, excusez-moi encore, c'est qu'on a un mélange à la fois de culpabilité et de honte. Il faut savoir dépasser ça, il faut savoir que l'homme c'est un roseau pensant, mais il est pensant, et il est le continuateur du message divin, et en ce sens, il a une part d'éternel. Puisque vous êtes les deux l'un à côté de l'autre, le temps et l'espace du croyant, est-ce qu'il est différent de l'espace et du temps du non-croyant? C'est une question de sens. De mon point de vue, c'est comment on donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est pas forcément dans la foi en Dieu. Moi, j'aime la vision très humaniste d'André Comte-Sponville parce que je crois que c'est la personne la plus croyante des non-croyants.
Parce qu'il croit en l'homme. Il croit en l'homme, c'est-à-dire à la capacité qu'on a à nous-mêmes créer le lien, à faire le bien. Si je vois un pauvre devant moi maintenant, je peux me mettre à prier, mon Dieu, donne-lui à manger. C'est un acte de foi. Je demande à Dieu de lui donner à manger, c'est formidable. Et puis je peux sortir mon portefeuille, lui donner un billet, ou mieux l'emmener manger avec moi. Qu'est-ce que vous faites, justement, quand vous le faites, vous? Je pense, comme l'aurait dit Bernard de Clairvaux, permettez-moi de citer la concurrence qui est absente de ce débat. Je fais du benchmark, j'ai appris ça dans l'armée de l'air, on surveille la concurrence. Et donc, Bernard de Clairvaux disait « La plus belle des prières sera l'œuvre de tes mains ». Donc je pense que parfois, il n'y a pas besoin d'avoir une spiritualité religieuse pour avoir une transcendance humaniste. Et c'est à peu de choses près ce que tu proposes dans ta vision du monde, enfin c'est ce que j'en ai compris. Ça nous amène quelques débats, parfois homériques, mais toujours très respectueux, parce que au fond, ce qui compte, c'est non pas pourquoi on fait la chose, mais comment on fait la chose et qu'est-ce qu'on fait. Je voudrais poser une question à Sadek Beloussi. Vous êtes anesthésiste, c'est-à-dire que vous vivez chaque jour ce phénomène étrange qui fait qu'un chirurgien opère pendant 6-7 heures et que le patient se réveillant a l'impression que ça a été 2 minutes. Comment on explique cette différence de temps de l'un à l'autre? Parce que la personne qui va se faire opérer, c'est l'opération de sa vie, est opérée une fois dans sa vie, ou 2 fois ou 3 fois, tandis que le chirurgien, le médecin anesthésiste, eh ben, ils ont 10 ou 15 cas par jour. Et c'est la conjonction de cet exceptionnel pour l'un et sur l'habitude et l'usuel pour l'autre qui permet de pouvoir gérer ça. Puisqu'on est dans le médecin, mais après je vais essayer de me rapprocher de la question que vous avez posée à Chaim, parce que sinon c'est pas juste. Mais moi je voudrais entendre aussi le général Friedling. Alors allez-y, parce que vous êtes en train de monopoliser les religions, et vous devez avoir votre place et que votre place. Pour un médecin, il y a 2 dieux sur le temps. Il y a Chronos, qui est très méchant parce qu'il dévore ses enfants, et heureusement Zeus en réchappe, ce qui permet qu'on peut être tous ensemble ici. Et puis il y a aussi Kairos. Et Kairos, c'est le dieu du moment opportun. De la crise. Kairos, c'est le moment opportun. C'est le médecin qui est appelé pour traiter un abcès. S'il insiste trop tôt alors que l'abcès n'est pas collecté, ça ne va pas. Et s'il insiste trop tard, ça fait une septicémie. Donc le Kairos, c'est qu'est-ce que c'est que ce bon moment? Et le croyant, il a ce moment. Parce que le croyant, il a par la foi l'idée que tout cela a un sens. En arabe et en hébreu, je crois, le verbe être ne se traduit pas au présent. Dites-le. Il n'existe pas. Il n'est pas au présent parce que soit il est accompli, soit il est inaccompli. Peut-être que c'est une sorte de perspective respectueuse par rapport à l'au-delà. Ça veut dire que si la question est, pour un croyant, est-ce que le temps est différent? Le croyant, il sent qu'il faut qu'il fasse de chaque jour son kairos. Ça n'est pas faire 5 prières par jour, les matines et autres, c'est faire de sa vie une prière. Alors, général Friedling, vous avez été pilote de Mirage, peut-être aussi de Rafale. Vous savez ce que sont la vitesse et les différentes strates de l'espace. Comment vous définissez, vous aussi, le temps et peut-être un peu l'espace que vous connaissez mieux que nous? Alors, merci. Alors, moi, quand on m'avait proposé d'être dans cette table ronde, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle est cette galère dans laquelle je me suis mis? Mais rassurez-vous, je suis dans le même cas que vous, sans avoir connu l'espace. Ni les cieux, vous voulez nous amener. Mais je suis plus proche de André Comte-Sponville. Mon général, si vous vous êtes dit mon Dieu, c'est déjà un bon début. Hein. Donc évidemment, je vais apporter... Les vendredis soirs et les jours de prière avec le grand rabbin, ça doit être quelque chose d'assez comique. Bon, évidemment, je vais essayer d'apporter un point de vue différent. Moi, je suis ici en spécialiste du métier des armes et puis surtout en tant que commandant de l'espace. Et l'espace est un milieu dans lequel ces notions de temps, de distance ont une signification et une dimension extraordinairement différentes et qui, sans doute, vont être complémentaires de ce qui a été dit ici. D'abord, pour un scientifique, moi, je retiens que le temps et la durée, on emploie le même mot pour en réalité caractériser 2 choses qui sont assez différentes, c'est le temps et la durée. Mais ça pourrait faire l'objet d'une table ronde en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'illustrer la notion du temps dans l'espace, pour vous donner cette dimension, et puis ça nous ramènera ensuite, sans doute, à la place de l'homme dans l'univers. Et c'est un peu, finalement, le thème de cette table ronde.
Quand on regarde la notion du temps dans l'espace, il faut savoir par exemple que la lumière que nous voyons du Soleil aujourd'hui, elle a été émise il y a 8 minutes. Il faut savoir que la lumière de l'étoile polaire que vous voyez le soir, elle a été émise il y a 400 ans, il y a 4 siècles, à la fin du XVIe siècle. Et donc, si l'homme est habitué à compter le temps en secondes, minutes, heures pour assister à un rendez-vous, prendre son train, années pour fêter des anniversaires, voire siècles pour les historiens, eh bien dans l'espace, ces notions n'ont absolument aucune valeur. Et d'ailleurs, il y a un physicien américain qui s'appelle Carl Sagan qui a inventé la notion d'année cosmique. Et l'année cosmique, je trouve ça particulièrement intéressant pour montrer cette élasticité, je ne sais pas comment dire, cet extraordinaire vertige qui est le temps dans l'univers. Alors l'année cosmique, qu'est-ce que c'est? Ça commence le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, ça commence au 1er janvier à 0 heure de l'année cosmique, et nous sommes là à l'instant présent, au 31 décembre à minuit. Eh bien, le système solaire dans lequel nous sommes n'apparaît que le 14 septembre de l'année cosmique. Alors, je devrais vous donner quelques chiffres. Dans l'année cosmique, un jour, c'est 37 millions d'années. Donc ça vous donne une idée. Une heure, c'est 1,6 million d'années. Une minute, c'est 26 000 ans. Et une seconde, c'est 434 ans. Vous allez comprendre ce qui suit. Le système solaire apparaît donc le 14 septembre. Les premiers animaux apparaissent le 14 décembre. Ce sont des éponges, vous voyez. Donc on n'en est pas encore aux mammifères. Le 26 décembre de l'année cosmique apparaissent les dinosaures qui disparaissent 4 jours plus tard, le 30 décembre. Vous voyez, l'homme n'apparaît que 8 minutes avant la fin de l'année cosmique. L'homme apparaît dans l'année cosmique, dans l'histoire de l'univers, qu'à 23h52 minutes. Ça nous rend sacrément modestes. Hein. Et juste pour terminer, l'essentiel de l'histoire moderne de l'humanité tient dans les 15 dernières secondes de cette année cosmique. C'est-à-dire que dans ces 15 dernières secondes, ce qui est à peu près 6000 ans, on invente l'écriture et on va jusqu'à la conquête spatiale. Et la conquête de l'air et la conquête de l'espace, ça a commencé il y a 0,25 secondes dans le temps cosmique. Vous voyez, voilà, je voudrais juste... D'accord, mais quand vous allez décoller avec un Rafale ou quand vous lancez un satellite et que vous allez s'installer, comment vous comptez le temps et l'espace? En même temps, il faut dire combien de satellites qui tournent sur différentes orbites autour de nous là, pendant que nous parlons. Mais alors là, je pourrais partir sur la question de la dimension de l'espace. On a le temps, puis on a la notion de distance, évidemment. Et là, quand on parle de satellites autour de la Terre, on est à des distances extraordinairement petites par rapport à l'immensité de l'univers. Et donc, on compte, lorsqu'on lance des satellites ou lorsqu'on fait voler des avions, lorsqu'on lance des satellites, on est à quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, et on est encore dans des échelles de temps qui sont compréhensibles par l'homme. On n'est pas en années-lumière. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est quand même à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et donc, on est dans des échelles de temps qui sont compréhensibles, qui sont facilement compréhensibles par l'esprit humain. Et à quelle distance de nous sont les satellites militaires qui tournent, par exemple, autour de nous et autour de l'Ukraine et de la Russie, par exemple? Alors, là, je vais faire un cours de vulgarisation, l'espace pour les nuls. Donc, vous avez... Ça tombe bien. Voilà. Vous avez 3 types d'orbites circumterrestres autour de la Terre. Vous avez les orbites qu'on appelle les orbites basses, qui se situent entre 200 et à peu près 2000 km. Sur ces orbites, les satellites tournent autour de la Terre en permanence à des vitesses qui sont de l'ordre de 9 km/s, 28 000 km/h. Donc vous avez déjà des notions de vitesse, 1h30 pour faire le tour de la Terre. Vous avez ensuite des orbites moyennes où on trouve les constellations de positionnement et de navigation. GPS, Galileo, européen, Baidu, donc chinois, et GLONASS, les Russes. Et ensuite, vous avez des orbites géostationnaires qui sont à 36 000 km de la Terre, qui ont une particularité, c'est que lorsqu'on met un satellite sur ces orbites-là, il est fixe par rapport à un point donné de la Terre. Et ce sont des satellites qui sont utilisés pour faire des télécommunications parce qu'ils arrosent en permanence une zone particulière de la Terre. On a intérêt à ce qu'ils continuent à tourner. Mais vous voyez, on est encore très loin, de la Lune, qui est à 400 000 km, et encore beaucoup plus loin de Mars. Il faut 3 jours pour aller jusqu'à la Lune. Et on est encore plus loin de Mars. Là, il faut compter à peu près 6 mois pour aller jusqu'à Mars. Et Mars est la planète la plus proche, sans doute, peut-être habitable, mais c'est une question qu'on pourra aborder ultérieurement.
Et quel est l'endroit que nous atteignons, nous hommes, le plus loin possible vers ces infinis? Alors, pour le moment, vous le savez, il y a plusieurs missions qui sont lancées vers Mars. Il y a des sondes qui sont actuellement posées sur Mars ou qui sont en train de rentrer dans l'orbite martienne. Mais on a lancé des sondes dans l'univers lointain. Et ce sont essentiellement des sondes qui sont destinées à mieux comprendre l'univers et notamment à comprendre son expansion, le phénomène d'expansion, la formation. Parce que la notion du temps, là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure pour la lumière du Soleil ou la lumière de l'étoile polaire, eh bien, les galaxies les plus éloignées émettent de la lumière qui date d'il y a quelques centaines de millions d'années, voire plus. Donc en fait, c'est comme ça, en envoyant des télescopes très loin dans l'univers, et vous avez James Webb qui a été lancé très récemment, mais il y avait Hubble avant lui, qui permettent de comprendre en fait ce phénomène de temps, d'expansion de l'univers et de mesurer un petit peu l'ensemble de ces phénomènes. Si on est concret, je ne dis pas revenir sur Terre, où sont les satellites militaires? Les satellites militaires, alors là on rentre effectivement très concret. Allez-y, racontez-nous quelques secrets de défense. Voilà, nos satellites militaires sont essentiellement autour de la Terre sur des orbites basses, entre 400 et 800 km. Ce sont des satellites qui servent à faire de l'observation de la Terre, du renseignement, donc de l'imagerie. On envoie des images de la Terre depuis l'espace. Ça sert également à faire de l'écoute de signaux électromagnétiques. Et puis on a aussi des satellites en orbite géostationnaire qui font des télécommunications et de la diffusion de signaux type télévision, Internet haut débit. Voilà. Et encore une question, je suis curieux. À quelle distance sont les satellites les uns des autres? Les Russes, les Chinois, les Français, les Américains, pour qu'on ait une idée en même temps de la distance et du temps, M. Le Grand Rabbin. Il est extrêmement curieux. Écoutez, donc en fait, hélas, on assiste dans l'espace aujourd'hui, mais je pense que tout le monde sait, si vous ne savez pas, je suis heureux de vous l'apprendre, qu'on rentre dans une nouvelle ère spatiale, avec un extraordinaire bouleversement. Beaucoup d'acteurs, des acteurs privés, tout le monde connaît Elon Musk, tout le monde connaît Jeff Bezos, qui sont des grands acteurs du numérique qui investissent l'espace et développent des nouveaux marchés. Mais il y a aussi à peu près tous les pays aujourd'hui s'intéressent à l'espace. Toutes les universités sont capables de construire un nanosatellite et de l'envoyer dans l'espace. Ça se démocratise beaucoup et donc on a un phénomène de congestion des orbites basses avec des milliers de satellites. Pour vous donner juste 2 chiffres et j'en terminerai par là, lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 4 ans, il y avait 1800 satellites actifs en orbite basse. Il y en a aujourd'hui 5000, 4 ans après, et on en attend plusieurs dizaines de milliers avant la fin de la décennie, avec le déploiement de ces grandes constellations de communication de Bezos, Musk et autres. Et on a un autre phénomène qui est le phénomène des débris. Plus de 36 000 débris de plus de 10 cm en orbite autour de la Terre. Et pourquoi les débris sont-ils dangereux? Mais parce que, alors, plus de 10 cm, vous allez me dire c'est pas beaucoup, 1 million de débris de plus de 1 cm, c'est très peu. Sauf que 1 cm à 28 000 km/h, ça dégage tellement d'énergie que ça détruit un satellite extrêmement facilement. Ça le neutralise. On a un vrai sujet pour la soutenabilité de nos activités spatiales futures, sachant qu'elles sont de plus en plus essentielles à notre mode de vie et notre économie. Et quand un satellite est neutralisé, qu'est-ce qu'on en fait? Vous m'avez dit l'autre jour ou hier qu'il y a un cimetière des satellites. Alors ça, c'est pour l'orbite géostationnaire, parce qu'on ne peut pas les faire rentrer dans l'atmosphère, c'est beaucoup trop loin, donc on les met sur des orbites cimetières. Et pour ceux qui sont en orbite basse, alors là, on essaye de les faire rentrer dans l'atmosphère. On limite leur temps de présence dans l'espace à 25 ans, ce qui est une norme internationale. Et on essaie de les faire rentrer, ils se désintègrent en entrant dans l'atmosphère terrestre. Ça vous effraie pas, vous, les religieux, là, Monsieur le Grand Rabbin? Ces découvertes scientifiques, est-ce qu'à un moment, Dieu, c'est pas, si je me permets de dire, s'il existe, pardon, est-ce qu'il n'est pas le point de jonction entre l'espace et le temps? Plus on va loin, peut-être on peut espérer le découvrir, mais on risque aussi de voir qu'il n'est pas là. Dieu est le point de jonction au-delà de ce qu'on appelle le mur de Planck. Mais ça, André pourrait nous l'expliquer, ou le général pourrait nous l'expliquer bien mieux que moi. C'est-à-dire que, en fait, on peut expliquer depuis le Big Bang tout, sauf juste avant le Big Bang. Quand le général parle des 6000 ans, moi, ça ne me gêne pas, parce que c'est à peu de choses près ce que me raconte la Bible. Et je reviens sur cette idée formidable, y compris d'ailleurs pour les satellites, c'est que le temps, c'est pour ça que quand on dit que le temps passe, oui et non. Sadek nous disait tout à l'heure que le temps est circulaire. Il a 1000 fois raison. Par exemple, lorsque on célèbre Pâques dans le judaïsme, on célèbre quoi? Pour nous, c'est la sortie des Hébreux d'Égypte. Mais ok, ils sont sortis d'Égypte il y a longtemps, il y a 3300 ans, et c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne commémore pas, on remémore ce temps. C'est-à-dire qu'on va revisiter ce temps, qui était pour eux un temps de liberté, pour faire revenir pour nous, individuellement et personnellement,
ce temps comme un temps de liberté potentielle de mes propres Égyptes à moi, les miennes, et souvent celles que j'ai construites moi-même. Mais si on rajoute ça, donc cette vision circulaire du temps qui fait qu'au fond je peux revenir sur un temps qui est propice à quelque chose, et je revisite tous les événements du monde comme cela. Et si on entend ce qu'a dit le général, moi ça m'a bluffé, l'étoile du berger, c'est l'image d'il y a 400 ans. Alors, on peut même dire que le temps ne nous prive pas de celles et ceux qu'on a aimés, parce que même s'ils ont disparu, et que le temps nous semble les éloigner de nous, leur lumière, ce qu'ils ont laissé, ça s'appelle l'amour, est toujours là. Donc en fait, on est maître du temps. Voilà pourquoi je vous dis, il y a quelque chose de très spirituel à ne pas se sentir écrasé, dominé par le temps. C'est comment on peut intégrer le temps comme une donnée de notre vie. Une continuité. Non, pas forcément, mais trouver des moments. Il y a des moments plus fun que d'autres. Et donc le temps, il n'est pas linéaire, il n'est pas tout le temps fun ou tout le temps nul. Il y a des fois des moments formidables, des moments un peu plus compliqués, des moments très compliqués. Il y a des moments où on s'ennuie, et on m'a expliqué il n'y a pas longtemps que quand on s'ennuie, ben, c'est aussi une façon d'intégrer les éléments intellectuellement, de faire le tri dans notre cerveau. Donc il n'y a jamais un temps linéaire, c'est toujours un temps avec des hauts et des bas. Cher Jean-Pierre, pardon de vous dire, quand on vous écoute faire les interviews à la radio, c'est toujours trop court. Le démago. Mais le démago. Sauf pour l'interviewé qui transpire et qui se dit qu'est-ce que c'est long l'interview avec Jean-Pierre Elkabbach. Non, mais c'est vrai. Donc vous voyez que la même situation, l'interview que vous menez, pour le pauvre bonhomme ou la personne que vous cuisinez, répondez à la question, répondez. Eh bien, mais la caricature quand même. Mais quelle caricature? Mais c'est vrai que vous les torturez. Donc, quand quelqu'un est là à subir les questions, il ne veut pas répondre, 2 minutes après, je pense que vous demandiez au général le code des satellites. Et j'allais intervenir pour vous dire, mon général ne les donnait pas. Mais vous vouliez absolument savoir. Parce que vous pensiez qu'il me les aurait donnés. Non, mais c'est dur de lui résister. Donc le temps qu'on est interviewé par vous, il est trop long. Oubliez-moi, monsieur le grand. Ah bon, d'accord. Alors vous dites le temps, j'aurais bien voulu interroger Moïse ou Jésus, moi, puisqu'on peut remonter comme ça. Hein? Ça viendra à 120 ans, je veux dire. Il me reste encore un peu de temps. Un quart d'heure d'après. Qu'est-ce que pense le philosophe de ces discussions à la fois scientifiques? Est-ce que vous pensez D'abord, le philosophe pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le temps subjectif, qui passe plus ou moins vite. Quand on s'ennuie, le temps passe moins vite que lorsqu'on s'amuse, par exemple. C'est vrai, mais c'est une platitude, avec le temps objectif. Parce qu'on ne peut parler d'une accélération du temps subjectif que parce que le temps objectif, lui, dure toujours le même temps. 1 heure égale 1 heure. Là. Elle passe plus ou moins vite, mais ça reste 1 heure. L'autre remarque du philosophe, c'est d'insister sur la différence entre l'espace et le temps. Le philosophe Jules Lagneau disait « L'espace est la forme de ma puissance, le temps la forme de mon impuissance ». Non pas que je ne puisse pas me situer dans le temps, bien sûr, mais au sens où dans l'espace, je peux me déplacer librement. Vous pouvez quitter cet amphi, sortir de Paris, revenir. Dans le temps, vous ne pouvez pas changer de temps. C'est pas vrai. Vous êtes obligé de passer de la seconde actuelle à la seconde. Il n'est pas d'accord, le grand rabbin. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, je termine. Vous êtes obligé de passer de la seconde actuelle à la seconde qui suit, sans pouvoir anticiper même d'1 millième de seconde. Les plus grands conquérants du monde, prenons Alexandre le Grand, il a conquis de l'espace. Personne n'a conquis du temps. Et c'est justement parce que le temps s'impose à nous qu'il importe de l'utiliser au mieux. Parce que bien sûr, tu as raison, Chaim, de dire qu'il s'agit de préparer l'avenir. Mais simplement, le philosophe vous rappellerait qu'on ne peut préparer l'avenir qu'au présent. Et donc, le vrai kairos, le moment opportun, par définition, c'est toujours le présent. Et donc, il s'agit de préparer l'avenir, de se souvenir du passé, bien sûr, mais on ne peut se souvenir du passé qu'au présent. Si vous dites « je me souvenais », c'est que vous avez oublié, vous ne vous souvenez plus. La vraie phrase, c'est « je me souviens », c'est du présent. On ne peut anticiper l'avenir qu'au présent. Si vous dites « je prévoirai demain », ce n'est pas une prévision. Je prévois aujourd'hui. Comment vous vivez votre présent, vous? Pardon? Comment vivez-vous votre présent? Pour nous donner peut-être un Alors là, conseil. pour le coup, je suis comme Chaim, ça dépend des jours. Il y a des moments difficiles. Des heures. Et des heures dans la journée, évidemment. Mais on dit souvent, j'ai vu dans les questions des étudiants, peut-être que j'anticipe, mais il faut vivre au présent. Ce n'est pas vraiment la question. Il faut comprendre que vous ne vivrez de toute façon que le présent. Et une fois que vous avez compris que vous ne vivrez de toute votre vie jamais une seconde d'avenir, jamais une seconde de passé,
On comprend pourquoi il faut préparer l'avenir. C'est-à-dire préparer un examen pour l'étudiant, ça ne peut se faire qu'au présent. Personne n'a jamais préparé un examen au futur. Et alors, est-ce qu'on peut donner se souvenir d'un événement passé, ça ne peut se faire qu'au présent. Et donc, il ne s'agit surtout pas de vivre dans l'instant. Il s'agit de vivre dans le tout qui nous est donné, mais ce tout qui nous est donné est dans le verbe donner révélateur, c'est ce qu'on appelle le présent, puisque présent veut dire à la fois le don et l'actualité. Mais quand on dirige un pays, par exemple, il faut prendre peut-être des décisions aujourd'hui pour dans 30 ans ou 50 ans. La transition écologique, ou peut-être la fabrication d'un Rafale ou d'un sous-marin. Quand on le dessine et quand on le réalise, il y a combien d'années ou de distance et de temps? Mais c'est pour ça qu'il y a urgence. S'agissant de la transition écologique, il y a urgence parce que pour sauver la planète, comme on dit rapidement, dans 30 ans, on ne peut le faire qu'aujourd'hui. On ne peut agir qu'au présent. Or, l'urgence aujourd'hui, mais ça a toujours été vrai, c'est précisément d'agir. Et donc, quand on a compris que seul le présent existe, on comprend que seule l'action est efficace. Oui. D'ailleurs, c'est un hymne à l'action quand on parle du temps et de l'espace. Quand je vous lis bien. Oui, c'est ça. C'est le message que j'essaye de faire passer. Et qu'on entend. Oui, alors? Non, dans votre question, je vois deux choses différentes. Il y a d'une chose, préparer l'avenir, parce qu'il est de la responsabilité des gens comme moi, comme les politiques et comme les gens qui dirigent notre économie, de préparer l'avenir. Et donc ça, c'est une action du présent pour que l'avenir, qui sera un présent un jour, soit meilleur. Mais il y a aussi la question du sens de nos actions. Alors, préparer l'avenir, ça donne du sens à nos actions, mais je crois que c'est une des questions qui peut venir notamment, c'est comment donner du sens à notre vie, sachant qu'il y a une fin. Et je pense qu'il ne faut pas toujours attendre que le sens vienne de la fin. Il doit être aussi dans les actions que nous menons au quotidien. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'alpiniste qui gravit un sommet, il a autant de sens à être dans l'effort pour gravir qu'à arriver au sommet. Si c'est juste d'aller au sommet, vous faites déposer en hélicoptère, et puis vous y êtes, et ça n'a pas de sens en réalité. Ce qui a un sens, c'est d'aller vers. Voilà. Je crois que ça, c'est un point clé, pardon, Chaim. Parce que la disparition du passé... Vous n'allez pas faire de concurrence entre la disparition du passé, nous, hein. La disparition du passé peut être un événement pénible ou triste. C'est de la disparition de l'avenir dont on ne peut pas se remettre et qui rend fou. Il y a une sourate dans le Coran que j'apprécie beaucoup qui est « Il n'est pas mort celui qui a transmis ». Dites-le en arabe. Et pendant longtemps, non, mais dites-le. je n'en suis pas capable. Ah. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'est pas mort celui qui a transmis. Celui qui a transmis ses gènes parce qu'il y a un peu de mon fils qui vit en moi et il y a un peu de mon père en moi. Le jour où il est mort, et dans la psalmodie qui est faite, il n'est pas mort celui qui a transmis, j'ai compris à ce moment-là que ce dont il est question, c'est pas des gènes et c'est pas du DNA. Ce qui compte, c'est la pensée, c'est le devoir de mémoire que l'on a et qui se perpétue. Et ça veut dire que nous sommes quand même des êtres assez singuliers ou exceptionnels. On vit que dans le présent, on chérit le passé et on fait attention à notre futur et puis à l'avenir. Ça prouve l'espèce de formidable confiance que Dieu a mis dans notre humble créature. S'il existe, ouais, comme dirait André. Le doute est consubstantiel de la foi. Monsieur le grand rabbin, vous voulez ajouter? Deux choses. D'abord, c'est formidable ce que Sadek vient de dire, parce qu'on a fait des expériences sur des animaux, des chats en particulier. Si on empêche un animal de rêver, il meurt. Or, le rêve, c'est la projection dans le futur. Il y a une part de projection dans le futur, une part de fantasme. Donc, si en fait, on empêche une société de rêver, et j'étais furibard, et j'espère que le général partageait cette furie, contre une maire scélérate d'une ville de l'ouest de la France, qui avait dit il y a quelque temps, il faut empêcher les enfants de rêver à l'aviation. Parce qu'elle pensait qu'il ne fallait pas prendre l'avion. Elle a le droit de ne pas prendre l'avion. Mais comment on peut ne pas rêver aux avions? Nous qui sommes passionnés d'aviation, c'est quand même compliqué. Mais quand on empêche une société de rêver, c'est-à-dire d'imaginer un futur, c'est la mort de cette société. Et c'est formidable. C'est-à-dire que le temps où on se projette, c'est l'horizon qui nous mène quelque part. Si on est enfermé uniquement sur le présent, le passé, on n'y revient plus. Ça n'existe pas. C'est notre mort, le passé, comme dit Sénèque. Le passé, c'est fini. Le passé, il est passé. La mort a commencé de notre vie. Donc ça, de mon point de vue, c'est très clair. En revanche, c'est là que j'ai une petite divergence avec mon ami André Comte-Sponville. C'est qu'il m'est arrivé de me livrer à une expérience incroyable que malheureusement vous ne pouvez plus vivre, mesdames, messieurs. Quant aux jeunes devant, vous ne savez même pas que ça a pu exister.
puisque en 2003, le Concorde a arrêté de voler. Et quand j'ai compris qu'il allait arrêter, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai réussi à faire l'aller. C'est pas possible de faire l'aller et le retour, c'était un peu cher quand même. J'ai fait l'aller Paris-New York. Mon cher André, j'ai décollé à 11h00 de Roissy. J'ai atterri le même jour, à 9h du matin, à là-bas. 8h30 à New York. Ce qui veut dire que 9h, 10h et 11h, je les ai vécus 2 fois. Et voilà comment on peut revenir sur le passé. C'est pas qu'un sujet de film de science-fiction. C'est qu'au fond, il y a des moments dans notre vie. Alors, religieusement, ça s'appelle le repentir. La repentance, c'est ce qu'on fait à Kippour. C'est-à-dire, quel est le principe spirituel qui fonctionne dans la vie? J'ai fait une faute. Okay, j'ai donc moins 20, disons dans l'échelle du bien et du mal. Je suis à 0, je suis neutre, tac, j'ai fait une faute, moins 20. Moins 20, soit on dit, je me repens et je remonte à 0, mais c'est pas ce que dit le judaïsme. Le judaïsme dit, tu te repens, ça veut dire que toute l'énergie que j'ai mis à faire cette faute, qui m'a mené à moins 20, j'aurais rêvé de l'investir pour le bien. Et brusquement, je passe en valeur absolue. Au lieu de moins 20, je suis à plus 20. Pouf, pas 0, plus 20. Ça veut dire qu'on peut rétroactivement revenir sur notre temps. Et c'est l'idée, par exemple, quand on se bagarre à mort avec quelqu'un, se réconcilier, c'est réparer le temps. Et moi, je crois profondément dans ce concept de, et là, je peux le dire en hébreu, cher Jean-Pierre, de tikkun olam. Et toc, moi, je peux le dire en hébreu. Tikkun olam. Je sais pas, tu veux pas que tu veux que je dise en arabe? Tu veux que je dise en arabe? Je peux. Tikkun olam, réparation du monde. Et c'est la réparation du monde, c'est la réparation du temps. Voilà quelqu'un qui à un moment est empêché dans son temps et il a réussi même rétroactivement à faire quelque chose de son temps. Et ça, je l'ai compris quand j'ai volé dans le Concorde. Mais vous savez ce que vous devriez faire? Je ne veux pas faire de la démagogie, vous devriez aller au Proche-Orient pour leur dire ça, qu'ils se réconcilient. Mais cher Jean-Pierre, alors... Ou alors en Ukraine. Moi, je fais comme le général, je ne vous dis pas les secrets. En revanche, je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé ici, en France en particulier, au rapprochement avec beaucoup de pays musulmans qui comprenaient qu'il y a une aspiration à la paix qui est universelle et il y a une aspiration à la construction d'un monde où on ne peut pas s'opposer ad vitam aeternam. Et donc, on le fait. Et je peux vous assurer que quand ailleurs on nous voit ensemble, ça peut être avec d'autres d'ailleurs, mais je crois que c'est pas juste une pub Benetton là que vous voyez. Benetton, c'est une marque que vous connaissez pas mais qui faisait des pubs avec des gens différents. Non, je le dis pour les petits jeunes devant. Non mais c'est vrai, je leur dis pour eux, ils savent pas. C'était une super marque avant. Benetton, c'est pas une marque de loser. À quelle heure votre cérémonie à la synagogue? Bientôt, à 16h, faut que je parte. Mais quand on est vous... ensemble, c'est beaucoup plus que juste une pub Benetton. C'est une façon de dire oui, on a des choses à faire avec ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, mais qui espèrent tous ensemble. Je peux vous poser une question oui. complètement idiote. À quoi sert la kippa que vous portez tout le temps? Qu'est-ce que c'est? C'est vous allez voir que pour ressembler. Ouais. Non, sérieusement ou pas sérieusement? Sérieusement. Sérieusement, c'est pour ressembler au E3F. Michel, explique-leur ce que c'est. Je pense que ça, c'était la réponse non sérieuse. Ah bon? Le E3F, c'est un avion de l'armée de l'air qu'on appelle la... Qu'est-ce que c'est le 3F? Non, c'est un avion de l'armée de l'air qui fait de la surveillance du trafic radar, notamment en basse altitude. Donc c'est un avion qui est un Boeing avec une espèce de kippa. Donc ça s'appelle la Watt. Voilà, de kippa électronique qui vole et qui détecte... D'accord, alors c'est quoi? Il y a un radome. C'est pour vous, c'est Dieu qui vous surveille? C'est une façon symbolique, pas qui me surveille, de mettre une limite à notre propension à penser qu'on est au-dessus sans limite. Et je crois que dans un monde qui cherche à se défaire de ses limites, d'intégrer les limites dans sa façon de se projeter par rapport aux autres, par rapport à la société, ça ne peut pas faire de mal. Maintenant, si ma kippa vous gêne, je peux mettre ma casquette de pilote que j'avais quand j'étais sous les ordres du général. J'ai un ami japonais que j'adore. Il a une kippa? Japonais et qui a 2 petites filles et qui a 2 petites jumelles superbes. Et c'était tellement mignonne que j'ai pris ma main pour la mettre sur la tête d'une d'elles. Et je le vois lui et puis son épouse complètement affolée. Je dis mais quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Tu as supprimé le lien direct qu'elles ont avec les cieux. Eh ben. Alors on va peut-être demander aux étudiants de poser des questions le plus directement possible aux 4 intervenants qui viennent de montrer leur caractère et leur éminente intelligence et capacité à vous intéresser et à vous amuser. Alors, allez-y. Merci. Alors, bonjour. Merci de nous donner la parole. J'aimerais revenir sur une question qu'avait posée M. Alcabage sur la finitude de l'homme par rapport à l'infinitude de l'espace et du temps. Et je voulais savoir, selon vous, est-ce que l'homme a une meilleure façon d'échapper à sa finitude? Est-ce que c'est par la religion, en cherchant à penser à la vie éternelle? Est-ce que c'est par la philosophie, en apprenant que vivre, c'est mourir? Et une question aussi par rapport à la finitude, par rapport à l'espace. Est-ce que c'est dans la recherche de toujours en savoir plus, de toujours en connaître plus sur l'expansion de l'univers, etc. À mon sens, il n'y a que 2 outils possibles, c'est l'art et l'amour. Vivre, c'est mourir. Le philosophe Vauvenargues du beau 18e disait philosopher, c'est apprendre à mourir. La belle affaire. On réussit très bien la première fois. Finalement, il n'y a que les 2 forces les plus grandes pour pouvoir s'opposer à la mort, c'est l'art. Et en plus, l'art n'est jamais chaste. Et puis l'amour. Quand vous prenez le Cantique des Cantiques, moi aussi je cite la concurrence, dans le Cantique des Cantiques, on vous dit l'amour, il est aussi fort que la mort. Ce sont ces 2 éléments-là. Et nous en avons conscience. C'est magnifique. De qui vous voulez la réponse? Le comte Sponville qui va tout cas, je vais répondre brièvement, et puis du général. Je vais en dire un mot en tout cas, parce que je ne crois pas qu'il s'agisse d'échapper à la finitude. C'est impossible puisque nous sommes des êtres finis. Alors, sauf à imaginer une vie après la mort, mais à laquelle, en tant qu'athée, je ne crois pas. Mais pourquoi faudrait-il échapper à la finitude? C'est bien la finitude. Alors, quant à penser que l'œuvre d'art nous libère de la finitude, je n'en crois rien. Vous pouvez écouter Mozart toute la journée, vous ne serez pas moins fini pour autant. Quant à l'amour, alors ne rêvons pas, je crois à l'amour autant que je crois en l'homme, parce que je sais qu'ils existent. Donc, ce n'est même pas une croyance. Je ne vais pas dire je crois en cette table. Il n'y a pas lieu de croire dans ce dont on constate l'existence. Et donc, je sais bien que l'amour existe, puisque j'ai aimé, puisque j'aime. Sauf que je n'ai connu que des amours mortels, finis, relatives. Et l'idée que l'amour me libère de la finitude, ça me paraît un contresens sur l'amour. Apprenons plutôt à habiter notre finitude. En revanche, pour revenir à la toute première question, on peut pourtant penser l'infini. Dès lors qu'on sait compter, on comprend intellectuellement que l'idée même d'un dernier nombre est contradictoire dans les termes. Parce qu'on peut toujours, par définition, ajouter un nombre à ce qui serait, par hypothèse, le dernier nombre. Et donc, on sait intellectuellement, mais de source sûre, que la série des nombres entiers est infinie. Et donc, on peut penser l'infini. On peut même s'interroger sur le rapport entre l'infini et telle de ses parties. Par exemple, est-ce qu'il y a davantage de nombres entiers ou davantage de nombres pairs? En principe, les nombres pairs, c'est la moitié des nombres entiers. Oui, mais comme ils sont infinis dans les 2 cas, il y a une infinité de nombres entiers, une infinité de nombres pairs. Bref, je ne vais pas m'attarder, mais on peut penser l'infini, mais on n'en est pas moins fini pour autant. Et c'est ça, pour moi, qui caractérise l'être humain. J'ai un de mes amis qui avait écrit un joli texte où il expliquait qu'il habite dans une maison en Normandie, au bord de la falaise, une maison dans laquelle il m'a reçu pour dîner. Et il disait, le jardin est très étroit, mais donne applique sur la falaise la mer et le ciel. Si bien, disait-il, que mon jardin très étroit est infini au moins par un côté. Et il ajoutait, comme l'esprit peut-être. Bien voilà, l'être humain, c'est ça. Nous sommes des êtres finis. Il ne s'agit pas d'échapper à la finitude, mais il s'agit d'assumer cette dimension. Par l'esprit, notre finitude est ouverte à l'infini, au moins par un côté. Et en passant par le présent. Je vous défie d'ouvrir votre esprit autrement qu'au présent, là encore. Alors, je peux rajouter un mot, Jean-Pierre. Oui. Le père de mes 2 jumelles, parce que moi je suis un flippé de la mort, puisque je travaille en réa, il me disait, mais Sadek, la vie est belle parce qu'elle est finie. Il me dit, si jamais tu prends une rose, la rose, elle est magnifique parce que demain, elle va se faner. La même rose en plastique n'est plus belle. Général. Oui, moi, c'est drôle parce que le philosophe s'est placé sur le terrain des mathématiques et des sciences, et moi, je vais me placer sur le terrain du philosophe.
En réalité, moi, j'ai presque envie de contester cette idée de finitude de l'homme. À l'évidence, l'homme est fini par le temps et par l'espace. Mais je trouve qu'il y a il y a trois immensités, qui sont le temps, l'espace et l'homme. L'intériorité de l'homme, c'est quelque chose d'infini et d'insondable. Et c'est une dimension qui, pour moi, le rend absolument infini. C'est-à-dire que c'est en explorant l'infini du temps, l'infini de l'espace et l'infini de cette intériorité de l'homme que l'on peut trouver des réponses ensemble, philosophes, religieux, scientifiques sans doute, et artistes d'ailleurs, à ces questions fondamentales qui nous préoccupent tous. Et en tout cas, c'est dans cette infinie intériorité de l'homme que l'homme trouve les ressources pour vivre, pour aimer, pour agir, pour découvrir et pour explorer. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Vous avez ouvert, Monsieur Comte-Sponville, ce débat sur Saint-Augustin. Et c'est intéressant pour moi parce que, bon, déjà, Saint-Augustin, il a magnifiquement pensé le temps, puis surtout, il a pensé ce qu'on appelle la distension de l'âme ou la distentio animi, qui en un sens est une limitation du temps par l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme, par le biais de son âme, qui divise le temps en ces trois dimensions qui sont le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire la mémoire fait le passé, les intuitions présentes font le présent et les intuitions futures font le futur. Et donc c'est intéressant parce que déjà ça montre qu'il y a une limitation du temps par l'homme. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on peut, quand on pense les limites du temps, est-ce qu'on ne penserait pas plutôt les limites que l'homme pose au temps plutôt que celles que le temps nous pose, étant donné qu'en philosophie on a l'air de tout le temps remettre en question les limites que le temps nous pose. Parce que par exemple, même Yankelevitch dans son livre La mort disait que la vie finissait toujours par avoir le dernier mot sur la mort puisque la mort n'effaçait pas le fait qu'on ait vécu. Voilà, c'est ça ma question. D'abord, sur le dernier point, je ne suis pas d'accord avec Yankelevitch, mais ça serait tout un débat. Enfin, il a raison. Hein. Le fait que nous vivions est une vérité éternelle. Mais toute vérité est éternelle. Dans 10 000 ans, plus personne ne se souviendra que vous et nous sommes ensemble, mais ça sera exactement aussi vrai dans 10 000 ans qu'aujourd'hui. Hein, c'est la différence entre la vérité et la connaissance. Toute connaissance est historique, et donc la connaissance de notre coprésence ici, elle va durer quelques mois, quelques années, pas plus. Hein. Mais toute vérité est éternelle. Et d'ailleurs, Yankelevitch disait joliment, j'imagine toujours que c'était lors d'un cours sur Spinoza, il disait à ses étudiants, parlant de lui-même, la main sur la poitrine, « Je vous présente cette chose étonnante, une vérité éternelle qui va mourir. » C'est ce que nous sommes tous. Sauf que, donc là je suis d'accord avec lui, sauf que j'ajouterais, oui, mais le fait d'être une vérité éternelle n'a jamais empêché personne de mourir. Et donc, il est aussi faux de dire que la mort l'emporte sur la vie que de dire que la vie l'emporte sur la mort, parce que la vérité, c'est que les deux sont indissociables. Quant à la question de la distension de l'âme, bah oui, parce que si le passé n'est plus, si l'avenir n'est pas d'accord et qu'il ne reste que le présent, il faut bien, pour que nous puissions penser le temps, que nous nous donnions une réalité du passé qui n'est plus et une réalité de l'avenir qui n'est pas encore. Cette réalité, elle n'est pas dans la nature. La nature ne connaît que le présent. Elle est en nous, dans l'esprit, dans l'âme, et donc c'est une distension de l'âme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la temporalité, et donc en tant que réalité de la conscience, en tant que réalité subjective. Et donc il faut distinguer le temps abstrait, la somme intellectuelle d'un passé, d'un présent, d'un avenir, la durée, le temps réel, qui est toujours présent, et puis la temporalité, c'est-à-dire la saisie du temps par l'esprit humain. Le paradoxe, c'est que pour penser le temps, on est obligé de faire comme si le passé était encore, alors qu'il n'est plus, comme si l'avenir était déjà, alors qu'il n'est pas encore. Bref, comme disait mon maître Marcel Conche, penser le temps, c'est le nier. C'est le nier, puisque c'est une réalité au passé qui n'est plus, à l'avenir qui n'est pas encore, mais nous en avons besoin, parce que sinon, il n'y aurait que l'instant. Or, dans l'instant, aucune vie humaine n'est possible. Parce que l'esprit, c'est la mémoire, alors, comme disait encore Saint-Augustin, l'esprit, c'est l'anticipation. Et donc, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de vivre dans l'instant. Il s'agit d'habiter la totalité du temps, mais cette totalité du temps, y compris le rapport au passé, y compris le rapport à l'avenir, on ne peut la saisir qu'au présent. À vous. Juste pour rajouter un petit mot là, sur cette question du temps, et
C'est Bergson qui explique... Bergson est un philosophe formidabilissime, qu'on a un peu oublié, d'ailleurs un peu injustement, mais Bergson, lui, donnait des exemples très concrets. Et c'est lui qui explique que le temps, c'est une répétition dans l'espace. Mais ce qui est intéressant, il a donné une fois un exemple dans un de ses cours au collège de France à côté. Il a dit, regardez, vous avez un café, et vous mettez dans le café un sucre. Il faut qu'il prenne du temps pour fondre. Donc en fait, vous pouvez dire, j'ai mis le sucre dans le café, donc mon café est sucré, c'est faux. Et croyez-moi, en plus, vous me le touillez après. Donc en fait, non, il faut attendre que les choses se passent et se fassent. Et en plus, il faut ajouter quelque chose, c'est-à-dire ajouter une action pour faire en sorte que quelque chose qui, techniquement, est là, vous avez mis le sucre dans le café, prenne tout son sens. Donc on voit bien que, malgré tout, on a quand même une action pour donner du sens au temps. Mais si on vient à l'éternité, la réponse vient de Jacques Attali, qui nous a fait l'honneur de venir, puisqu'il est là maintenant, qui a écrit, il y a peut-être 25 ans, un livre incroyable qui s'appelait « La vie éternelle roman ». Et le mot roman, il fait partie du titre. Et ce livre m'a toujours bluffé, parce que justement, il explique, et c'est peut-être ce qu'est le temps, c'est le raconter. C'est que, et c'est en ça que ce que disait Sadek, c'était formidable, c'est que tant qu'on transmet, on n'est pas mort. C'est que nous vivons à travers ce qu'on a reçu. C'est Wiesel qui disait cela, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc, nous on vit parce que on a reçu une sagesse, un enseignement de nos parents, de nos maîtres, de nos copains, de tout ce qu'on lit, de tous les inputs qu'on va avoir dans notre vie. Et ce qu'on va emmagasiner en nous, on va le raconter, en faire un roman. En gros, on va faire exactement ce que dit la Bible. Ça fait bien de citer la Bible quand on est rabbin. Ça fait partie du béaba. Et la Bible dit, interroge, c'est au chapitre 30, verset 9, interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront. En fait, on se tourne vers le passé pour avoir et la profondeur et la projection dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit bien que le temps, je veux bien qu'on parle que du présent, ok, c'est celui qu'on vit, par nature, n'empêche que si on ne se projette pas dans le futur, on n'a plus de rêve, on n'a plus de capacité à anticiper. Quand le général vous parlez des avions, Jean-Pierre lui a posé la question en combien de temps. Le premier vol du Rafale, ça devait être le C1, c'était en 87, si j'ai bonne mémoire, et on l'a touché en 2007. On l'a touché à Saint-Dizier en 2007. Les premiers vols, c'était 1987, c'est ça? Vous vous rendez compte? Et c'est l'un des avions, c'est le meilleur. À part le F-22 Raptor que j'aime beaucoup parce qu'il est gros, il est bien, il est américain. Mais en gros, le Rafale, c'est le meilleur. On a premier vol 87, arrivé dans nos escadrons 2007. Donc il y a le temps. Et tout ça, ça se fait en travaillant. J'ai parlé de l'entraînement, c'est la même chose pour un sportif. Donc on est toujours dans essayer de créer un lien, soit par le récit, soit par la projection dans le futur, entre le passé, le futur et le présent. Alors à vous. Alors moi j'avais une question pour Monsieur Corsia. Est-ce que vous pensez que la crise Covid a permis à la religion d'avoir une place plus importante, ou au contraire est-ce que il y en a eu plus d'éloignement? Mais pourquoi lui? N'importe qui, hein, sinon, mais... Pas n'importe qui non plus. Parce qu'elle voulait un aviateur, et elle a choisi l'un des deux aviateurs ici présents. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà Jean-Pierre, c'est pas compliqué. Non mais, c'est une extraordinaire question dont on pourrait parler avec Sadek, mais en fait on pourrait parler parce qu'on a beaucoup parlé entre nous. Non. Sur quoi pendant la fermeture, la décision de fermeture des lieux de culte, on a prise avec le gouvernement pour protéger tous les fidèles. On s'est rendu compte que ce lien, il était vital. Et on a tous basculé, mais tous les cultes, les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs, tout le monde. On a basculé dans, par exemple, Zoom. On a fait des cours en Zoom, des offices en Zoom, tout ce que tu veux. Ce qui nous pose un problème maintenant. Parce que les gens me disent, ben, on peut se connecter à la conférence? Ben non, on ne peut pas se connecter à la conférence. Il faut venir un peu. C'est difficile de faire revenir les gens. Donc, on a été, je crois, une grande force de proposition dans des situations assez étonnantes. On a eu, par exemple, j'ai mémoire d'une réunion avec les autorités de l'État, tous les cultes étaient ensemble, des grandes familles de pensée, ça veut dire les francs-maçons, je traduis, hein, parce que tu vois, au moins c'est clair,
Donc on est tous ensemble par Zoom ou par téléphone, selon le président de la République, le Premier ministre, pour savoir comment on fait. Parce que c'est quand même une rupture terrible dans le principe de liberté des cultes en France que de dire, pour protéger les fidèles, on va fermer les lieux de culte. C'est quelque chose d'hors norme. On l'a fait, on l'a décidé ensemble. Et je me rappelle que j'avais suggéré au président d'arrêter de dire sans arrêt distanciation sociale. Je voulais qu'on parle de distanciation physique. Parce que paradoxalement, la distanciation physique nous permettait de nous protéger et de protéger les autres, mais on construisait du lien social. Donc il ne fallait pas parler de distanciation sociale. Et donc, le président a acquiescé à cette proposition et on a contribué, me semble-t-il, à aider les personnes isolées, à être moins isolées, à faire en sorte que... On a eu tous, dans toutes nos religions, on a eu des fêtes importantes. On a eu la Pâque dès le départ. En avril 2020, il y a eu Pessah, la Pâque chrétienne ensuite. On a eu Eid el-Kébir, Eid el-Fitr c'était d'abord, Eid el-Kébir, après il y a eu Shavuot pour nous, bref, enfin, la Pentecôte. Des moments très importants en liturgie. C'était très important. Et pourtant, on a décidé de privilégier la vie. C'est-à-dire de privilégier la possibilité pour les gens de se protéger. Il n'y avait pas d'autre moyen à ce moment-là que de faire en sorte d'être confinés. Mais je crois qu'on a contribué à apporter quelque chose de l'ordre de la transcendance, mais qu'on retrouve, encore une fois, dans le dévouement de tant et tant de personnes, et en particulier celles et ceux qu'on applaudissait à 20h tous les soirs. Et on peut s'enorgueillir du fait qu'en fait, en France, effectivement, toutes les autorités religieuses et tous les croyants et tous les non-croyants ont réellement joué le jeu. Et ça nous a grandis tous, croyants et non-croyants. Bien sûr, certains d'entre nous sont plus particulièrement fragiles. Mais nous sommes tous vulnérables. Nous étions tous vulnérables. Et là, ça sort... on s'est rendu compte qu'on a tous deux vies. Et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Confucius. À vous. Alors bonjour, merci beaucoup d'être là d'abord. Moi je suis étudiant à Paris 1 et donc j'ai eu cours ici mais peut-être pas d'aussi passionnant. Ma question, elle s'adresse un peu à tous les intervenants. Alors répondra qui voudra et qui pourra. Ma question consiste à vous demander, selon vous, le temps a-t-il une ou des limites? C'est-à-dire, quand le temps s'arrête-t-il? Quand s'arrêtera-t-il? S'est-il déjà arrêté? Peut-être que mon Rav Corsia va nous parler d'eschatologie juive. Peut-être répondu autant suspend ton vol. Voilà la seule réponse. Peut-être que monsieur... Ça c'est pour André Comte-Sponville, ça c'est une question pour lui typique. Par exemple. Ou peut-être que monsieur Belloussi va nous parler de temps cyclique, ou mon général El-Kabbach de... mon général Jolling de... Ce qui est dit est dit. Donnez-moi un rafale tout de suite. Les satellites, on a dit. Ou peut-être de la minute du soldat, ou de temps infinitésimaux. Voilà ma question. On va commencer par le général. Pourquoi moi? Non, c'est une question difficile et elle peut être abordée effectivement sur un plan philosophique, religieux. Oui, regardez comme il est courageux, il en va vite. André Comte-Sponville. Allez. Mais, non, mais de mon point de vue, ce qui m'intéresserait davantage, parce que je n'ai pas de réponse à cette question-là, telle que vous la posez, ce qui m'intéresserait davantage, c'est de comprendre comment le temps existe en tant que tel dans l'univers. Donc, puisque moi c'est l'espace qui m'intéresse, je ne suis pas astrophysicien, mais je m'intéresse à l'espace. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, mais il y a d'autres enjeux qui sont qu'on sait très bien que le temps ne se mesure pas et se définit pas du tout de la même façon dans des galaxies éloignées, dans des phénomènes physiques extrêmement puissants qui se déroulent ailleurs dans l'univers. Et donc ça, c'est une question qui m'intéresserait beaucoup et à laquelle je pense on peut apporter des réponses un jour. Quant à la formule fameuse « Autant suspend ton vol », c'est dans un poème de Lamartine. Le philosophe Alain a remarqué que la formule se détruit d'elle-même par une question. Pendant combien de temps le temps doit-il suspendre son vol? Et donc, pour dire « Autant suspend ton vol », on est obligé de supposer que le temps continue, puisqu'il faut du temps pour suspendre quoi que ce soit. Et donc, l'idée d'une disparition du temps, ça voudra dire une disparition de tout. Ça n'est donc pas exclu. Vous savez, c'est la question que se posait là encore saint Augustin au début du livre 11. Que faisait Dieu avant la création?
Et saint Augustin dit, je ne répondrai pas comme un plaisantin qu'il préparait des supplices pour ceux qui se posent ce genre de questions. Non, la vraie réponse, dit saint Augustin, alors est-ce que Dieu ne faisait rien? Mais ça fait un Dieu fainéant, c'est peu attirant. Non, non. Saint Augustin, là encore, répond génialement, mais avant la création, il n'y avait pas de temps. Il y avait une éternité telle que la conçoit saint Augustin comme étant, à mon avis à tort, le contraire du temps. Il ne peut pas y avoir d'avant le temps parce que l'idée même d'antériorité suppose le temps. Il n'y aura pas non plus d'après le temps parce que l'idée même de postériorité suppose le temps. Et donc le temps a commencé exactement avec le réel, physique, moi je laisse de côté un Dieu éventuel, et s'arrêtera avec lui. Parce que des fois on a le sentiment qu'avant le Big Bang, bon, peut-être il n'y avait rien, mais enfin, pendant combien de temps il n'y a eu rien? Non. Parce que ça n'est pas parce que l'univers est dans le temps qu'il dure, c'est parce qu'il dure qu'il y a du temps. Et donc, tant qu'il y aura de l'être, de la matière, de mon point de vue, l'univers, il y aura forcément du temps. Le jour où il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus rien, en tout cas plus rien de matériel. Général ? Non, et de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord. Et de ce point de vue-là, on peut, les astrophysiciens, les scientifiques, convergent vers l'idée que l'univers aura une fin, qu'il a eu un début, qu'il aura une fin, qui est, rassurez-vous, assez lointaine, et que donc on peut, de façon indirecte, répondre à cette question. Le temps aura une fin, sans doute. Jean-Pierre, juste, je voulais rajouter à cette question quelque chose qui me paraît essentiel. Le Talmud pose la question. Que faisait Dieu avant de créer le monde? Et il répond cela. Il faisait et défaisait des mondes. En fait, c'est une immense orgueil pour nous de croire qu'on est le seul monde qui ait pu exister. Donc il faisait et défaisait des mondes avec peut-être une structure différente du temps. Mais on peut non pas arrêter le temps, mais le temps peut nous arrêter. Et je ne parle pas que de la mort. Il y a des moments où si tu ne fais pas quelque chose, c'est trop tard. Et souvent, le temps est une sorte de couperet. Tu dois rendre un devoir, tu dois faire quelque chose, tu dois déclarer ta flamme. Le temps s'impose. Et si tu ne le fais pas, eh bien, c'est passé. Et c'est en cela que c'est la limite. C'est la limite à nos possibilités. Et moi, je crois que le temps donne tous les potentiels. Et il n'y a plus de temps quand il n'y a plus de potentiel. Alors à vous, puis ensuite je poserai quelques questions à la salle. On a demandé à Cocteau, qu'est-ce que vous feriez si vous restez 1 heure à vivre? Il a répondu, je jetterai ma montre. Je vous en prie. Merci. Allô? Oui, pardon, je testais le micro. Carla Mamou, donc, je suis étudiante en magistère de gestion à Dauphine et j'aimerais revenir un peu sur ce que vous disiez, notamment vis-à-vis de la suspension du temps. Est-ce que finalement, c'est pas quand même possible de suspendre ce temps? Par exemple, quand on prend quelqu'un qui est dans le coma, son temps de vie est suspendu. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une suspension du temps à cet instant-là? La question, c'est pendant combien de temps est-il resté dans le coma? Si cette question a un sens, aurait-elle un sens? En plus, les médecins vont répondre. C'est que le temps n'est pas suspendu. C'est son rapport subjectif au temps qui a été suspendu. Mais le temps n'en a pas moins continué. Sadek. Pas mieux. Ah bon, très bien. Alors... Juste sur, je voulais simplement revenir sur la question de la finitude, etc. Et la question du progrès technique. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas forcément de conquête du temps qui était possible, mais quid de l'accélération de la société, le culte de la vitesse, quel regard vous portez là-dessus, et notamment, peut-être comment est-ce qu'on pose les limites, ça a été dit, on pose les limites de cette accélération-là, là où peut-être dans l'espace il y a une forme de militarisation à outrance. Comment est-ce qu'on arrive à arrêter ce progrès-là, même si certains boomers ont dit que le Concorde était quelque chose de très intéressant, mais voilà. Moi, je t'ai répondu, j'ai le Shabbat. Le Shabbat, franchement, c'est formidable. Il n'y a plus d'addiction, puisque je ne suis pas dépendant de tous les outils qui me font avoir l'illusion que je vais vite, loin, que je maîtrise tout. Aussi, hein. Je retrouve une simplicité. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas ce risque. Tu sais quoi? Ne le fais pas le samedi, hein. Fais-le le dimanche, si tu as envie. C'est une très bonne idée. Le dimanche, c'est quand même plus sympa de déjeuner en famille que d'être collé à ses mails et répondre et tout ça. Donc, si on est capable juste de reprendre un peu de maîtrise sur tous les stimuli qui arrivent chez nous en permanence, et donc on retrouve du poids sur notre temps. Et il se trouve que c'est exactement les mots qu'emploie la Bible pour dire, on dit toujours « honore ton père et ta mère », c'est pas ce qui a marqué. Donne du poids à tes parents, c'est ce que dit la Bible. Et moi, je pense qu'il faut donner du poids et de l'importance à certains moments. Et par exemple, le moment en famille, le moment de la foi, le moment à soi. On doit être capable de donner
de l'importance à ce temps, et il n'y a rien d'un plus insupportable. Je ne dis pas parce que je suis vieux, puisque même si vous le pensez, là, les petits devant. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer de déjeuner, bon, le Shabbat c'est compliqué parce qu'on n'a pas de téléphone, mais on peut imaginer de déjeuner en famille, mais si tout le monde a son téléphone portable en train d'envoyer ses textos pendant qu'on déjeune, quel intérêt de déjeuner? Donc en fait, donner de l'importance au temps qu'on passe ensemble, c'est peut-être être capable de décrocher de ce qui nous projette déjà dans autre chose alors qu'on vit quelque chose de plutôt... Alors, Sadek, rapidement. Je crois que c'est la voie de la sagesse de savoir quels sont les éléments qui s'imposent à moi et de pouvoir avoir la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Finalement, c'est si je devais revivre ma vie, qu'est-ce que je ferais? Ben, si je devais revivre ma vie, je ne changerais pas, mais j'aurais les yeux bien plus grands ouverts. Général Friedling. Oui, je suis obligé de répondre parce que vous avez évoqué la militarisation de l'espace et je pense qu'en fait il y a deux sujets dans votre question. Il y a celui de la militarisation de l'espace qui est là un sujet qui est pleinement dans mes responsabilités actuelles et un sujet qui est, je le comprends comme étant l'accélération du temps en fait, qui est une notion extrêmement subjective. Hein. Je disais tout à l'heure que l'humanité récente, toute l'histoire se concentre dans les 15 dernières secondes et je pense que ça ne fait que s'accélérer subjectivement. Le progrès de la connaissance, le progrès des technologies, il y a une accélération absolument vertigineuse. La quantité d'informations que l'on est capable de récolter et de partager aujourd'hui à des vitesses incroyablement élevées, ça pose des questions de la suite et de ce qu'on va en faire. Bon, mais ça, et d'ailleurs, ça renvoie aussi à une autre question qui est liée à l'espace, et qui est une question qui est pourquoi va-t-on explorer ces espaces lointains? Et jusqu'où on ira? Et quelle est la vision d'un monsieur comme Elon Musk et d'un monsieur comme Jeff Bezos? Vous le savez, Elon Musk, lui, il veut mettre des colonies d'1 million d'êtres humains sur Mars. Et Jeff Bezos, il veut mettre 3 milliards d'êtres humains dans des espèces de stations en orbite quelque part qui reproduisent une atmosphère terrestre et dans lequel il y aura une espèce de paradis terrestre qui va être créé où on vivra tous en harmonie. Paradis céleste. Donc il y a une vision qui n'est pas uniquement une vision technologique, mais une vision anthropologique, religieuse, philosophique, comme vous voulez, sur ces sujets-là. Et on peut encore pousser plus loin parce que ce sont les mêmes, en tout cas Elon Musk, qui ont une vision sur le transhumanisme, où est-ce qu'on peut aller. Vous savez, il veut faire beaucoup de choses avec la technologie. Mais sur la militarisation de l'espace, et juste pour terminer là-dessus, nous, on n'utilise pas militarisation de l'espace. On utilise le terme arsenalisation de l'espace, qui est un barbarisme abominable, qui est la traduction d'un anglicisme, enfin d'un mot anglais, qui est en fait le fait de placer des armes dans l'espace. Parce que militarisation de l'espace, ça veut dire qu'on utilise à des fins militaires l'espace, et ça on le fait depuis toujours. Et tout le monde le fait depuis toujours. C'est-à-dire qu'on fait du renseignement, on fournit des communications satellitaires à des militaires qui font des opérations militaires un peu partout dans le monde. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'avoir des armes dans l'espace ou des armes capables d'atteindre des moyens qui sont dans l'espace. Et moi je dis toujours, je fais toujours un parallèle avec ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, où on a découvert l'arme sous-marine, les U-boats allemands qui allaient couler des bateaux de transport qui assuraient les flux logistiques entre le continent américain et l'Europe pour ravitailler. Et donc pour casser le blocus du Royaume-Uni, les U-boats coulaient ces bateaux. Et donc évidemment ça faisait beaucoup de morts, c'était condamné par la communauté internationale et donc il y a eu un grand débat à l'issue de la Première Guerre mondiale qui a dit il faut interdire ces armes qui sont absolument abominables et l'espace marin et sous-marin notamment doit être préservé de ces armes. Bon, on voit le succès que ça a eu. En réalité, dès qu'un espace commun est conquis par l'homme, l'homme y déploie des armes et en soi, je dirais que ça n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'usage qu'il en fait. Et là, on touche à des questions de droit à la guerre ou de droit dans la guerre. Donc, il y a des pays qui ont certaines pratiques qui sont tout à fait normées, encadrées par le droit, par l'éthique, avec des grands auteurs. Mais il n'y a rien de tout ça dans l'espace. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de traité. Il y en avait un en 1967, il n'y en a plus. Alors, et dans l'espace, la particularité, c'est que c'est vraiment un espace nouveau dans lequel on est en train d'essayer de définir ce qui peut s'appliquer dans l'espace. Est-ce que ce sont des traités existants qui sont sans doute insuffisants? Est-ce qu'il faut aller plus loin avec des nouveaux traités, avec des normes de comportement? Mais ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que quand bien même on arrivera à les définir là dans les 10 ans qui viennent,
Là aussi, je prends l'exemple avec le milieu marin. Dans le milieu marin, on a depuis des siècles des traités, des normes, des réglementations, et ça n'a jamais empêché les trafics, ça n'a jamais empêché la piraterie, et donc on a toujours besoin d'avoir des militaires pour faire un peu. Vous voyez, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est aussi le fruit du cerveau humain. Et que l'on retrouve. Tout ce qu'on dit par définition est le fruit du cerveau humain. Oui, mais on peut lui rendre hommage et faire en sorte qu'il fonctionne bien. Je voulais dire un mot sur la précipitation. Ce qui s'accélère, ce n'est pas le temps. C'est la communication, les échanges, le travail, etc., mais qui ne peuvent s'accélérer que parce que le temps, lui, continue au même rythme. Et puis surtout, je voulais ajouter que cette façon d'aller toujours plus vite, ça n'a pas commencé avec la révolution industrielle. Il y a toujours eu au cœur de l'être humain la tendance à anticiper le temps, à être en avance, à être du côté de l'agitation plutôt que du côté de l'action. Et j'en veux pour preuve une phrase de Montaigne qui m'a toujours amusé. Dans les essais, Montaigne écrit exactement ceci. « Ésope, ce grand homme, vit son maître pisser en marchant. » Ésope était un esclave. « Ésope, ce grand homme, vit son maître pisser en marchant. Quoi fit-il? Nous faudra-t-il chier en courant? » Je soumets ça à votre réflexion. Alors, les deux ou trois dernières questions. D'abord un étudiant et monsieur, puis on sera obligé d'aller assister à d'autres débats. Je vous en prie, mademoiselle. Alors, bonjour. Donc moi, j'avais une question pour monsieur Beloussif et monsieur Corsia. On parlait de religion tout à l'heure qui s'adapte avec Zoom, avec le confinement où on a dû être obligé de s'adapter quand on était religieux. Et justement, est-ce que c'est pas l'exemple que les croyances, alors même que les religions, elles sont censées transmettre des traditions, des choses qui bougent pas dans le temps, est-ce que ça prouve pas que pour survivre dans ce temps-là, elles doivent s'adapter au temps et du coup, comment faire converger à la fois les traditions et la nouveauté qui est censée renouveler la religion? Pour un musulman, c'est relativement facile, si j'ose dire, hein, parce que pour un musulman, Dieu a choisi de délivrer son message en 3 phases successives, Moïse, Jésus et Mohammed. Moïse, il a parlé à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le top niveau des prophètes. C'est une amo, ça, bien sûr. Jésus, c'est le préféré de Dieu pour un musulman. C'est cité dans la pratique coranique. C'est pas son fils. Que si Jésus est le fils de Dieu, il y a un Dieu, un demi, un Dieu, un quart. Je comprends pas. Bien sûr, Dieu est le fils spirituel, mais je comprends pas ça. Donc Jésus, c'est le préféré. Et Mohammed, il répète à chaque fois, je ne suis qu'un homme. Pour un musulman, après la continuité des prophètes, après cette révélation, ce qui assure la continuité du message divin, c'est l'homme. C'est-à-dire que c'est la raison et c'est l'alliage de la raison et de la foi. Et Haïm a cité Bergson, qui était très proche de Mohammed Iqbal, avec une communauté de pensée très forte entre les deux. Et Iqbal disait « Ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu ». À partir du moment où je considère aussi que ce qui assure la pérennité et la continuité du message divin, c'est l'homme dans sa raison, ça veut dire que j'inscris le temps dans une dynamique active. Ça veut dire que le temps, c'est une des conditions de l'approfondissement du message divin. Et c'est une des conditions de son avènement. Donc, je trouve que sur un plan de croyance, il n'y a pas d'antagonisme entre la tradition avec un grand T et puis la poursuite de ce que nous avons à faire, parce que c'est notre devoir. Voilà, il est formidable, hein. Ouais, parfait. C'est le principe même de la foi. Elle n'est pas contingentée par le temps. Si quelque chose est vrai, et André le disait tout à l'heure, c'est vrai, il est vrai maintenant, il sera vrai après, il était vrai avant. Donc la vérité, elle n'est pas conditionnée par un moment. Donc j'ai du mal, moi, à imaginer. Les gens me disent des fois, mais oui, je sais pourquoi vous ne mangez pas de porc. Ah ouais, pourquoi? Parce que dans le désert, la viande de porc se conserve mal. Donc il faut imaginer Dieu qui dise sur le mont Sinaï à Moïse, tu ne consommeras pas de porc avant que Monsieur Frigidaire invente son outil magnifique. Tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. C'est autre chose. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Je sais pas. Je connais des juifs qui mangent du porc, ils se portent très bien. Je connais des juifs qui ne mangent pas de porc, ils sont malades. Donc, tu vois, c'est pas. Et je connais beaucoup de catholiques, non pas de musulmans parce que vous n'en mangez pas. Mais, enfin, bref, des gens. Donc, ouais, tu n'en manges pas, on n'a pas le droit. Donc, le principe n'est pas que c'est rationnel. Faire rentrer la rationalité dans la foi, c'est de mon point de vue se tromper de tempo. Tu vois, c'est pas dit temps, tempo. La réalité, c'est que
le judaïsme a toujours eu cette force de s'adapter au monde moderne, et je dirais même mieux d'anticiper le monde moderne. Et je vais donner un seul exemple. Le Talmud, donc le Talmud c'est il y a 2000 ans, tu vois, a fait travailler des centaines et des milliers d'étudiants sur un cas complètement tarabiscoté d'un monsieur qui rentre dans une baignoire, qui ne fait pas que se laver manifestement dans sa baignoire et qui éjacule dans sa baignoire. Okay, une femme rentre dans cette baignoire juste après, est inséminée par ce sperme en suspension dans la baignoire. Le Talmud réfléchit sur le statut de l'enfant. Et je t'assure on voit les pages, comment ça se passe, est-ce que si c'est le père, si c'est pas le père, on discute des pages et des pages. Ben, tout le monde a discuté théoriquement de ce truc. Okay, 2000 ans plus tard, on a fait la fécondation in vitro. Et brusquement, ce qu'on avait réfléchi de manière théorique nous a servi de base pour réfléchir, grâce à des principes, à une application pratique. Donc en fait, pour nous, c'est impossible de déconnecter la foi de la réalité, parce que si c'est déconnecté, soit on a mal compris la foi, soit la réalité, elle n'est pas encore ce qu'elle arrivera à être. Donc de toute manière, il ne peut pas y avoir une inadéquation entre ce qu'on croit et ce qui est. Parce que le monde est, et la raison nous permet toujours de comprendre le monde, mais peut-être qu'on n'a pas toute la raison. Donc en fait, il va y avoir de la modestie et d'un côté et de l'autre. Voilà, on va terminer. Merci. Merci de votre écoute si attentive. Ils nous ont impressionnés, tous les quatre. Ils méritaient qu'on les applaudisse. Et il faut arrêter parce que c'est une question de temps aussi. Jusqu'au bout, nous sommes cernés par le temps. Merci à vous.